Vivrons-nous un jour à nouveau comme avant, sans masque, sans crainte de tomber malade ou de contaminer quelqu'un? Depuis le mois de mars, la Belgique est un peu repliée sur elle-même avec un objectif, limiter la propagation du coronavirus. Il a tué près de 10 000 personnes chez nous, pas loin de 850 000 dans le monde. Alors quelle stratégie adopter et quel impact à moyen terme versus votre émission de débat fait son retour. Mes invités, Yves Copiters, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en santé publique et à l'ULB et vous êtes un des experts chargés de surveiller le travail des députés à la commission, à la Chambre qui se penchera sur la question. On a beaucoup de questions à vous poser. Cindy Tubeuf, bonjour. Bonjour. Vous étiez une des premières à dire il faudra confiner. Vous êtes professeur spécialisé en économie de la santé et on a évidemment des questions pour vous. Vous êtes médecin, chef de service aux cliniques universitaires Saint-Luc. Bonjour, Pierre-François Laterre. Vous avez signé une carte blanche. Vous estimez qu'on va trop loin, vous nous expliquerez en quoi et surtout ce que vous pensez qu'on doit faire dans les mois à venir. Autre signataire de carte blanche, l'avocat Arnaud Janssen, vous en avez signé 2, dont une au mois d'août, et vous nous dites rien de moins que le confinement, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Je suis curieux d'entendre vos arguments et de voir un peu ce qu'en pensent les autres autour de la table. Dans l'actualité d'aujourd'hui, eh bien, il y a un chiffre qui était à lire dans la presse d'aujourd'hui. Je vous propose de le voir en infographie. C'est l'indication de l'excès de mortalité chez nous, en Belgique. 39% d'excès de mortalité. Alors Yves Copiters, vous qui êtes professeur, qu'est-ce que c'est cet excès de mortalité pour les gens qui ne sont pas spécialistes des chiffres et des questions de santé publique? Vous les enseignez à l'ULB et qu'est-ce que ça vous inspire en termes d'analyse? Alors, c'est une étude qui a été commanditée par la Première ministre, au professeur Lagasse de l'ULB et de Beauheureux de la VUB, pour revoir un peu rétrospectivement qu'est-ce qui s'était passé en termes de mortalité. Et en effet, lorsqu'ils font certains ajustements par rapport aux caractéristiques de la population et pour être comparable, je dirais, aux autres pays, pour avoir des indicateurs comparables, on se rend compte que notre surmortalité tourne autour de 35 à 40% sur les mois, je dirais, de l'épidémie par rapport aux années précédentes. En tenant compte d'un été qui a été caniculaire, c'est quelque chose qui est intégré? Non, pas tout à fait. Cet aspect-là, de la canicule ou des risques de complications liées aux fortes chaleurs n'ont pas été intégrés. Même chose comme la pollution atmosphérique n'a pas été intégrée proprement dite, comme variable, je dirais, qui pourrait jouer sur cette surmortalité. Moi, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une surmortalité propre au Covid-19, à la Covid-19. Alors, peut-être que ce n'est pas autant que ce que les chiffres montrent, mais c'est une réalité. Et en comparaison avec les autres pays européens, on voit qu'on n'est pas les moins, je dirais, les pires, entre guillemets. L'Italie, 48%, l'Angleterre, 52%, 53% en Espagne. Enfin, c'est mieux quand même que ces pays-là. Enfin, les Pays-Bas font mieux que nous et c'est un pays voisin. On sait que la mortalité a été un gros problème chez nous, sur l'ensemble de la population, mais surtout dans certaines collectivités, dont les maisons de repos. Et donc je pense que ce chiffre est le reflet de ce cluster qui n'a pas été anticipé, dans laquelle la gestion a été quand même tout à fait catastrophique. Et malheureusement, les chiffres le montrent. Maintenant, voilà, ce qu'on observe aussi, c'est que depuis ces mois, il y a moins de surmortalité, il y a moins, donc une mortalité même plus faible. C'est ce qu'on appelle, je dirais, l'effet moisson en épidémiologie. C'est-à-dire que toute une série de décès ont eu lieu anticipativement, et donc il y a moins de décès actuellement, parce que voilà, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Certaines personnes qui devaient décéder sur cette année sont déjà décédées précocement. Docteur Laterre, ça vous inspire quoi, vous qui êtes un intensiviste et donc vous avez ressenti ça dans votre service et qu'est-ce que vous en tirez, vous, comme analyse? Je voudrais, j'entends bien les éléments cités par Yves Copiters. Il est évident qu'il y a une surmortalité, je pense que personne ne le nie, mais dans cette composante de surmortalité, il y a un élément qui n'est pas souvent cité, qui est le fait que beaucoup de patients ne sont plus présentés dans les hôpitaux. Et ça, de manière claire... là-dessus, mais expliquez-vous. Oui, mais de manière claire, le vécu et même l'observé, c'est que pendant 2 mois, on s'est dit où sont ces malades. On ne voit plus d'infarctus, on ne voit plus d'accidents vasculaires cérébraux, on ne voit plus d'infections sévères. Cette maladie n'a pas disparu. On peut argumenter que le confinement permet d'être au repos et éviter l'infarctus, mais une donnée même belge, une étude néerlandophone, montre bien qu'il y a eu un grand nombre d'infarctus qui ne sont plus présentés. On a vu apparaître secondairement des gens en décompensation cardiaque qu'on ne voyait plus, comme on a vu des gens avec des cancers beaucoup plus avancés, parce que pendant 2 mois, il n'y a plus de diagnostic, et on sait qu'on est tombé de moitié dans le nombre de diagnostics posés en ce qui concerne le cancer. Donc, dans cette composante de surmortalité, il y a aussi des affections courantes qui ne se sont plus présentées à l'hôpital. Et notre collectif n'est pas le seul à le dire. On reprend des études, y compris américaines, qui montrent bien qu'au moins 30 à 40% de cette surmortalité est liée à des affections
usuelles, entre guillemets, mais qui n'ont pas été prises en charge. Sandy, tu peux vous opiner du bonnet, mais vous disiez aussi, il faudra confiner, alors qu'on n'a pas anticipé qu'à un moment donné, on allait créer un climat peut-être En fait, exagérément. je pense qu'il y a deux anxiogène. raisons pour lesquelles les gens ne sont plus présentés dans les soins. Soit certains ont eu peur, donc ça va être des raisons en fait personnelles, individuelles. Et là, c'est important aussi de se poser la question si ces gens-là aujourd'hui ont repris des rendez-vous médicaux. Dans les études américaines qui sont bien faites, on voit qu'en fait, on a encore un tiers des patients qui n'ont pas repris leur traitement. Donc là, ça peut encore avoir des conséquences assez graves sur la santé. Puis après, de l'autre côté, c'est aussi qu'on a utilisé une seule règle, qui a été de dire on va annuler tous les soins non essentiels dans nos hôpitaux, sans vraiment se poser la question finalement de gérer en fait l'aspect régional. Est-ce que certains endroits vont en avoir besoin plus que d'autres? Et donc, une règle en fait pour tous, peut-être que c'était pas le plus efficient. Enfin, moi, en tant qu'économiste de la santé, j'ai envie d'aller regarder plus d'aspects d'efficience. Est-ce que cette règle-là permettait en fait de maximiser encore le bien-être sous une contrainte? La contrainte en fait d'avoir peut-être nos soins intensifs en fait complètement remplis de patients. Mais il s'est fait qu'il y a plein d'endroits où ça n'a pas été le cas du tout, et on aurait pu continuer à avoir des patients à ce moment-là. Qui veut répondre sur la saturation des soins de santé? Je vois Yves Copiters qui sourit. A priori, c'est le domaine du docteur Laterre, mais vous aurez la parole juste après. Je pense que c'est ouvert à tout le monde. Ce que je souhaite dire sur base de ce qu'on a tous regardé, et nous avons effectué pendant la période de confinement un suivi quotidien du nombre de lits disponibles parce qu'on se tenait au courant, on a créé nos réseaux nous-mêmes, c'était d'observer qu'on n'était pas en saturation du tout. On sait la capacité belge en soins intensifs qui est de l'ordre de 2000 lits, et on se situe dans le top 3 au niveau européen, et on savait qu'on avait une réserve importante. Et au pire de la crise, on a atteint 1285, je pense, patients. On avait encore plus de 30% de réserve devant nous. Donc ça n'a pas été le facteur limitant de ce point de vue-là. Mais les consignes de dire tout l'électif disparaît, on ne prend que l'urgent, et clairement, des gens ne se sont plus présentés de crainte d'eux. Yves Copiters, on a joué à se faire peur en Belgique. Non, on a eu peur, je pense franchement, en début mars, on a eu peur, et c'est vrai qu'on est tombé dans le piège du confinement. C'était la seule stratégie de santé publique qui était à disposition à ce moment-là, parce que je vous rappelle que le testing n'était pas optimal, on n'avait pas des tests pour aller chercher tous les retours de vacances, ou aller chercher tous les contacts de ces retours de vacances, donc on n'avait aucune stratégie anticipative, ni bien sûr des gestes barrières en termes de comportement individuel, puisqu'on n'avait pas de masque, etc. Donc c'était la seule solution qu'on avait à disposition. On a pris l'image de ce qui s'est fait en Chine. C'est une stratégie de santé publique qu'on n'avait jamais appliquée chez nous, ni d'ailleurs nulle part ailleurs. Bon voilà, c'est le principe de précaution maximale qu'on a pris. On connaît aujourd'hui mieux le virus, on le connaît suffisamment bien pour avoir une stratégie optimale, Yves Copiters. Ah, maintenant, oui, tout à fait. On connaît très bien le virus, de mieux en mieux. Au niveau clinique, ça, je laisse mes confrères répondre, mais en termes de santé publique, je dirais sa stabilité, sa façon de fonctionner dans le temps, sa transmission qui n'évolue pas et qui reste tout à fait gérable, par les comportements et par des stratégies assez simples, dont les distances de sécurité ou les distances sociales. Oui, donc on le connaît bien, et il y a tout à fait moyen de vivre avec ce virus en attendant le plus vite possible, pas le vaccin, mais en tout cas des thérapeutiques qui puissent gérer les situations les plus graves et qui puissent, je dirais limiter ces Oui, parce que je vous ai déjà entendu dire ça sur d'autres plateaux. Pourquoi vous ne préconisez pas, ou pourquoi vous n'avez pas cette confiance dans le vaccin? C'est pas ça la solution? Quand on en aura un, voilà, on sera tiré d'affaire. Oui, parce que c'est plus compliqué que ça, je pense, de faire des vaccins. Et puis d'abord, il faudra plusieurs types de vaccins, et puis il faut un accès au vaccin, et puis un vaccin qui soit efficace, pour lequel il y a une complexité aussi dans la compréhension de l'immunité, en tout cas de la manière dont le corps réagirait potentiellement à ce vaccin. Et je pense que le bout du tunnel, c'est pas le vaccin, le bout du tunnel, ce sont les thérapeutiques. C'est de soigner les formes graves. C'est pas du tout des médicaments préventifs, mais c'est de pouvoir gérer plutôt les formes graves et de vivre avec ce virus comme on vit avec d'autres micro-organismes. Et du côté des dirigeants politiques, que nous dit-on? Eh bien, c'est la première ministre qui s'exprimait sur les ondes de La Première, service public également, RTBF, qui nous disait lundi, le message essentiel est limiter vos contacts. Et quand vous avez des contacts, gardez vos distances et portez un masque. N'oubliez pas les retours de vacances, la rentrée scolaire. Elle ajoute, limiter les contacts rapprochés va durer dans le long terme. Le virus se transmet quand on est proche de quelqu'un. Alors là, je me tourne vers vous, Arnaud Janssen. Limiter les contacts des gens, vous dites attention, c'est aussi une atteinte à notre liberté fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on empêche quelque chose qui fait partie de la démocratie en préservant la santé en même temps? Non, ce n'est pas ça le sujet. En tout cas, ce n'est pas le sujet que je voulais développer. Ce que j'ai dit et écrit, c'est que le confinement et la crise sanitaire ont dérogé de manière massive à nos droits et à nos libertés fondamentales. C'est quand même costaud comme accusation. Ce n'est pas une accusation, c'est une réalité, ce n'est pas interdit. Mais je vais m'expliquer.
la liberté de circulation a été entravée. La liberté de réunion a été entravée ou interdite. La liberté de se soigner, et le docteur Laterre vient de le dire, a été sérieusement réduite pour certaines personnes. La liberté d'enseignement, le droit à l'enseignement, a été modifié pendant de nombreux mois, quasiment la moitié de l'année scolaire. Et donc, quoi, il fallait pas confiner ? Laissez-moi compter. Le droit de travailler. Nous n'avons jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été totalement, à mon avis, hors cadre. Et mon propos, c'est de dire, il y a pourtant un cadre. Nous avons entendu des commentaires qui allaient véritablement dans tous les sens. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une cacophonie. Et je dis simplement, mais vous savez, il y a un cadre en cas de crise. Et en Belgique, c'est très important. Et c'est une question de démocratie. Pourquoi ? Parce que notre Constitution interdit l'état d'exception, l'état d'urgence. Ce n'est pas prévu en Belgique. Et c'est tellement peu prévu une urgence, quand même. C'est une urgence sanitaire. Voilà. Et nous avons quelque chose qui nous protège tous, qui nous garantit, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Et il y a l'article 15 qui dit « Vous pouvez, en cas de danger, de menace grave pour la vie de la nation ». Et il est incontestable que le 14 mars, nous étions face à un danger qui menaçait la vie de la nation. Mais alors quoi, on devait confiner jusqu'au 28 mars ou... Eh bien, ce qu'il fallait faire, ce qui aurait été intéressant, c'est, 1, prévenir la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, c'est une obligation. 2, dire quelle est la durée. 3, quel est l'objectif, pourquoi nous faisons les choses. 4, quel est le rapport de proportionnalité. J'entends ici le professeur Kopiters qui dit le confinement, on n'avait que ça, il y avait peut-être autre chose. Le rapport de proportionnalité, c'est quoi? C'est entre plusieurs possibilités, à effet égal évidemment. Quelle est celle qui cause le moins de dommages aux droits et aux libertés publiques? Et dire publiquement ce que c'est. Quels sont les enjeux? Comment on a pesé le pour et le contre? Pas le 14 mars. Nous avons tous été sidérés. Et le gouvernement, il y a une sidération au sens propre du terme. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais je pense ne pas être le seul. Par contre, après 2 semaines, tous les chefs d'entreprise ont fait des évaluations, des rapports de proportionnalité, ont organisé le télétravail. Ce que je dis, c'est que je ne vois pas un travail équivalent en ce qui concerne les mesures imposées à toute la population au regard de ces dérogations qui sont importantes. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais c'est important, il fallait le faire. On est allé trop loin au mois de mars et on s'est enfermé dans une stratégie qui n'était pas la bonne. Sandy Tubeuf n'a pas l'air d'accord. Non, moi je pense qu'on était dans une situation incertaine et qui n'avait jamais été vécue. Donc effectivement, c'est sous-optimal les décisions qu'on a prises, mais à ce moment-là, la seule chose qu'on faisait, c'est qu'on imitait en fait les pays qui nous avaient devancés là-dessus. Donc, je suis d'accord. C'était la seule possibilité pour protéger les personnes, les individus, et en l'occurrence les personnes les plus fragiles, puisqu'on savait très bien que c'était une maladie qui était d'autant plus grave qu'on était une personne âgée. Et donc ça, on le savait, la Chine l'avait bien montré. Et donc on savait que c'était le principal facteur de risque. Et donc c'est la décision que nos politiques ont prise, c'est de protéger nos aînés en immobilisant le reste de la société. Maintenant, je rejoins tout à fait ce que vous dites par rapport à, je dirais, une vision un peu plus globale et systémique de la problématique, et pas que sanitaire. On ne referait plus un confinement aussi long, aussi dur, c'est ça que vous nous dites? J'espère que ce n'est plus possible. Moi, oui. je pense pas. Je pense que parce qu'on a une meilleure connaissance du virus en tant que tel, et ensuite, je pense qu'on sait aussi qu'il y a des tas de dommages collatéraux liés à la situation qui font qu'on essaiera de les éviter. Alors là, je voudrais vous entendre, parce que le professeur Laterre a un chiffre là-dessus. Vous parlez de 5 milliards de pertes pour la sécurité sociale. Vous faites ce calcul comment? Mais donc, c'est une équation relativement simple. Elle vient des économistes. C'est parce qu'il y a une professeure qui vous écoute après, elle dira... On sait la perte en produit intérieur brut qui est chiffrée à 50 milliards. Ça, c'est pas nous qui le disons. Et on sait qu'en général, à peu près 10% correspond à ce qui va être consommé ou utilisé pour la santé publique. Donc ça, c'est un chiffre qu'un élève, à vos étudiants, vous fait ce calcul-là, vous lui non, mais mettez la distinction. en soi, un pays dépend, enfin, en tout cas, nos pays européens dépensent en moyenne, effectivement, 10% de PIB. Et donc dire qu'on est autour de 27, 28 pour la Sécu, milliards. ça vous paraît un calcul si on est sur des pertes et qu'on a envie de se dire que c'est réparti de la même façon que le budget, en fait, habituel, pourquoi pas?
Ça, c'est Alors un calcul sur un coin de table. on Mais... peut décider de maintenir l'enveloppe fermée, ce qu'on l'espère, puisqu'on souhaite préserver la santé publique et la santé individuelle. Il faudra bien donc utiliser et chercher cet argent ailleurs, au détriment d'autres secteurs. On ne va pas revenir sur le culturel, mais c'est déjà un des éléments, mais beaucoup d'autres secteurs. Et donc dans ce sens-là, ou bien on accepte un endettement beaucoup plus grand, c'est une piste possible, ou bien il va falloir faire des choix, ce qui pour l'instant, d'un point de vue de notre situation politique, n'a pas l'air d'être facile, puisque les nouveaux décideurs qui ne sont pas encore là vont devoir faire des choix difficiles. Alors, donc ça aura un impact sur sur la santé qu'est-ce qu'on fait individuelle. là maintenant Et pour le dernier élément que je voudrais rajouter, et ça on le sait, c'est qu'une crise économique est associée dans les années qui suivent à une surmortalité également, et ça vient de Censano, ça ne vient pas de nous, ça a été démontré sur plusieurs années qui suivent une crise économique, on accroît les décès parce que les gens ayant moins de revenus se soignent moins bien et s'alimentent moins bien. Il faut garder à l'esprit aussi que la crise précédente de 2008, on avait encore une croissance qui était relativement faible, en fait, qui n'avait pas repris autant qu'avant 2008, et on a déjà un fort endettement. Donc on ajoute, en fait, on est déjà sur des vulnérabilités auxquelles on ajoute en fait la situation du Covid qui n'est pas simple. Donc les 50 milliards de pertes pour la société, ça pourrait être même au-delà, au niveau du revenu. Je pense que c'est estimé à 50 milliards. Moi, je pense que c'est peut-être juste. Effectivement, ça pourrait être en fait rallongé parce que pour l'instant, on n'est pas encore sorti vraiment non plus de la situation de crise. Alors, pour le mois de septembre, il est là, il débute. Il n'y a pas de Conseil national de sécurité avant la fin du mois. Est-ce qu'on peut continuer le mois de septembre, la suite sur la base de la situation actuelle, avec une bulle dont on sait qu'apparemment plus grand monde ne la respecte ou ne l'a pas respectée, alors c'était 15, c'était 5, on ne sait plus trop, et puis de toute façon, est-ce que les enfants sont dedans ou pas. Je vais vous demander à tous, tiens, une mesure que vous metteriez en place si vous étiez un décideur. Hein. Ce n'est pas toujours un jeu facile, mais peut-être Arnaud Janssen, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Alors, une mesure, voilà. Vous êtes ministre de la Justice, au hasard. Qu'est-ce que vous décrétez qu'on peut faire, qu'on ne pouvait pas faire pendant les derniers mois ? je pense que j'autorise tout le monde à circuler sans masque dans l'espace public ouvert. Parce que, d'après tout ce que j'ai entendu, le masque n'est pas scientifiquement nécessaire. Je crois que ça a un impact considérable sur les interactions sociales, sur l'humeur, sur le tempérament. Et je vous le dis parce que pendant les vacances, je suis allé régulièrement aux Pays-Bas et il n'y a pas de masque. Et c'est très impressionnant de voir... Vous êtes allé en ville, dans des villes comme Amsterdam, comme Rotterdam aussi? Je ne suis pas allé dans ces grandes villes-là. Je suis allé en Zélande, à côté de chez nous. Mais c'est très interpellant quand on rentre à Bruxelles ensuite. Mais vous demandez qu'on lève l'obligation de porter le masque. Yves Copiter, si vous êtes ministre de la Santé, vous préconisez qu'on lève l'obligation de porter le masque ou vous avez une autre idée? Non, pas du tout. Non, je préconise de relancer toutes les activités dans lesquelles justement ces gestes barrières ou ce minimum de sécurité peut être assuré. Et je parle bien sûr des activités culturelles, de l'événementiel et des choses qui sont bloquées actuellement, pour lesquelles je pense qu'il y a moyen d'appliquer exactement les mêmes choses qu'on fait dans les autres secteurs, que ce soit le monde du travail ou le monde scolaire pour l'instant. On peut déconfiner encore un peu plus ces secteurs-là. Oui, tout à fait. Parce que, sans risque. Alors oui, mais oui, bien sûr, sans risque. Et parce que nos politiques interprètent le rebond actuel ou ces transmissions actuelles comme la suite d'une première vague. Or, on est dans un profil épidémiologique tout à fait différent. Mais ils ne changent pas de discours, ils ne changent pas, je dirais, ils n'assouplissent pas certaines mesures qui pourraient être assouplies. Or, on l'a dit et redit, le profil épidémiologique actuellement n'est pas du tout celui de la première vague. Donc, fatalement, je dirais, le risque existe, mais il est moindre, donc certaines activités pourraient bénéficier de ce nouveau profil épidémiologique et reprendre des activités, mais avec le masque et le geste barrière. Oui. Mais le masque qu'on a entre nous, oui, voilà. à l'intérieur, etc., il n'y a pas de discussion. Hein. Il n'y a pas de discussion, évidemment qu'il faut mettre le masque. À l'intérieur aussi, je vous dis, sur le lieu de travail, les enfants à l'école, on a vu quelques-uns sur les écrans tout à l'heure, les enfants en classe, 12 ans, 13 ans, avec un masque. En tout cas, j'ai plaidé pour une approche multidisciplinaire. Je pense que demander l'avis de sociologues, d'anthropologues, de philosophes est indispensable. Et la il n'y a cellule pas qu'une d'évaluation Céleval catégorie est en train d'experts. d'être élargie dans sa composition. Le débat exceptionnellement est enregistré en ce début de saison, mais l'information tombe en ce mercredi après-midi, moment d'enregistrement du débat. Monsieur le ministre de la Terre, que feriez-vous si vous aviez un pouvoir de décision? Nous pensons qu'il faut tout réouvrir. À partir du moment où on respecte, tout réouvrir absolument. À partir du moment où on respecte les précautions usuelles que l'on fait déjà pour la grippe normalement dans les années précédentes, à savoir que des gens qui sont porteurs ou infectés
doivent éviter de le transmettre, donc on se protège. On le voit bien, on le fait en milieu hospitalier toute l'année. À partir du moment où on considère que le masque a une utilité, on ne doit pas limiter les activités. On respecte cette distanciation physique, mais pas sociale, physique, et on se protège par le port du masque dans les circonstances où la ventilation, ou en tout cas l'espace n'est pas suffisamment ouvert, que le risque de transmission est grand. Et en plus, il y a une saisonnalité qui est quand même importante, parce que la saison a un rôle dans cette transmission aussi. Donc on n'est pas encore en saison automnale, hivernale, avec des risques accrus et d'autres types d'épidémies, mais tout type d'activité doit pouvoir reprendre dès le moment où ces gestes barrières peuvent être respectés. Sandy Tuboff, une mesure peut-être économique que vous préconiseriez là pour la rentrée? Enfin, je pense que le secteur culturel, c'est aussi une mesure économique. C'est qu'aujourd'hui, même la relance économique, elle va aller chercher d'autres secteurs. Donc, elle va peut-être essayer de soutenir plus des secteurs stratégiques, donc avec la biopharma ou le secteur des services. Et je pense que la culture, elle a vraiment besoin en fait de repartir. Et qu'en plus, effectivement, en portant le masque, enfin, moi, je vais donner des cours dans 3-4 semaines avec un masque et tous mes étudiants seront avec un masque. Donc, je pense qu'on peut aller au théâtre pendant 3 heures avec un masque sans se mettre complètement en danger. Donc ce secteur-là a besoin en fait d'être aidé parce qu'il ne fera pas partie de celui qui sera le plus aidé avec la relance. On parlait de la grippe tout à l'heure. Alors on a entendu il y a quelques années, on les relayait comme journalistes, des médecins, des spécialistes en santé publique qui disaient mais en période d'épidémie de grippe, à l'approche de l'épidémie, dès qu'on a le nez qui gratte, la gorge qui gratte, on devrait rester chez soi. Et si je suis honnête, j'ai vu beaucoup de monde sourire en disant mais jamais, d'abord on n'a pas de jour de congé en suffisance pour rester chez soi dès qu'on a le nez qui coule. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va devoir intégrer pour l'hiver qui vient? De se dire wow, j'ai le début d'un morceau de symptômes, je reste chez moi parce que je pourrais donner le Covid ou la grippe à quelqu'un. Qui veut répondre à ça peut-être? Oui, cet hiver sera beaucoup plus compliqué, il faut être réaliste avec l'arrivée des autres virus respiratoires et donc des syndromes grippaux qu'on aura tous et qui seront des syndromes attribuables au Covid ou à d'autres infections respiratoires. Et donc c'est vrai que si on n'arrive pas à discriminer le type d'infection que chacun a, ça va être compliqué en termes de transmission et de risque pour les personnes plus âgées. Très brièvement, parce qu'il nous reste 3 minutes, vous laisseriez, vous, un de vos infirmiers ou un de vos avocats stagiaires rester chez lui parce qu'il vous dit j'ai la gorge qui gratte, vas-y, pas de problème, reste chez toi et on se débrouille sans. C'est tenable dans votre pratique quotidienne? J'ai envie de répondre oui, parce qu'il est très important de responsabiliser les gens. Et je dirais, si tu sens responsable et tu estimes qu'il ne faut pas venir, je t'entends. Et je pense que c'est essentiel, pas imposer le masque, mais responsabiliser les gens est, à mon avis, une des alternatives essentielles à l'imposition. C'est la responsabilisation. Voilà qui va presque clôturer notre premier débat versus de la rentrée, mais avant tradition, c'est l'argument recevable. Alors, y a-t-il eu un moment où vous avez trouvé que quelqu'un avait un argument recevable, même si vous n'étiez pas tout à fait d'accord? Peut-être, docteur Laterre avec Yves Copiters, on a senti que par moment, c'était pas... Un des arguments recevables reste bien entendu le maintien des mesures de précaution et le port du masque dans des circonstances qui doivent être, à mon avis, mieux ciblées et dans des environnements mieux ciblés. Et donc, de nouveau, avoir des mesures qui ne soient plus des mesures uniformes. On a parlé du port du masque en rue et en espace ouvert. Donc il y a des choses qui doivent changer, mais respecter le fait des distances physiques et le port du masque reste tout à fait recevable. Et c'est ça que nous soutenons aussi. Yves Copiters, un argument recevable? Recevable, je suis tout à fait d'accord. Relâcher les choses à l'extérieur, c'est-à-dire dans notre quotidien de tous les jours, dans lequel les risques sont quasi faibles, voire tout à fait nuls, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont montré qu'on se transmettait l'infection à l'extérieur. Par contre, quand même, observer ce qui va se passer à l'école, parce que le port du masque n'est pas systématique. Et en certains pays, comme oblige le masque à 3 ans, à 6 ans, les Français à 11 ans, nous, on est beaucoup plus lax, on est moins strict par rapport à ça. Et là, je pense qu'il faudrait être attentif à ce qui se passe dans les écoles. Alors, merci de nous suggérer le sujet. On le fera certainement au JT de BX1. Arnaud Janssen, un argument recevable que vous avez entendu de l'autre côté de la table? Très brièvement, parce qu'il nous reste 1 minute et puis ce sera ça. Le confinement. J'étais fâché contre le confinement, mais je suis un avocat, je ne suis pas compétent en matière d'économie et j'entends ce que vous me dites en disant, finalement, le calcul n'était pas si mauvais. Sandy Tuboff. Voilà. Mais on ne le savait pas au départ. Un argument recevable? Je pense qu'effectivement, je reçois complètement l'idée de ne pas porter le masque en fait, dans la rue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui souffrent de cette situation de devoir porter le masque à tout moment, même s'il n'y a personne en fait, dans la rue. Et donc, à nouveau, je pense que la responsabilisation en fait, est importante. On en a parlé dans le cadre du travail, mais je pense que responsabiliser les gens et leur dire portez le masque quand vous pensez que c'est nécessaire, en fait, sera peut-être beaucoup mieux compris en fait, que si on doit le porter systématiquement sans se poser de questions. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus sur BX1. La semaine prochaine, d'autres invités, un autre thème
et de nouveaux échanges.